pipeline of drugs flowing from Mexico to Chicago. And the pantheon of drug prosecution. Live to talk about it. Certainly, the Flores brothers cooperating and providing all. Imaginez que l'ombre qui suivait El Chapo était un frère. Une main invisible creusant des tunnels et bâtissant des fortunes pendant que le monde fixait une seule légende. Dans les collines reculées du Sinaloa, un petit village nommé La Tuna cachait un nom qui n'a jamais figuré sur Forbes, Aureliano Guzmán Lara. Il a grandi dans le Triangle d'Or, a appris l'art de la culture de l'opium et de la marijuana, et a vu l'empire du cartel gonfler jusqu'à devenir une machine valant des milliards de dollars. Pendant des décennies, Aureliano a opéré dans l'ombre, déjouant les forces de l'ordre et gardant son empire caché. Mais le jour où le FBI a finalement resserré l'étau, son empire s'est effondré, et le règne du capot silencieux a été brusquement interrompu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous retirons les couches de la mystérieuse ascension d'Aureliano, révélons la richesse qu'il pourrait encore détenir, et détaillons le moment glaçant où la justice américaine lui a dit adieu, pour toujours. Restez avec nous alors que nous vous apportons l'histoire jamais racontée du frère d'El Chapo, le dernier capot à l'ancienne pris dans la ligne de mire, et pourquoi son arrestation marque la fin d'une époque. Et si l'ombre qui suivait El Chapo n'était pas une seule figure, mais un frère entier, une main invisible qui n'est jamais apparue sur une liste Forbes mais qui a bâti un empire rivalisant avec les barons les plus notoires du cartel? Dans les collines accidentées du Sinaloa, un petit village appelé La Tuna a bercé un garçon nommé Aureliano Guzmán Lara. Son enfance s'est déroulée au parfum des coquelicots et du maïs, là où la frontière entre la survie et le crime se confondait avec le travail quotidien. Dès la première récolte de bourgeons d'opium, il a appris non seulement l'art de la culture mais aussi le calcul d'un avenir qui dépasserait les modestes champs de son village natal. À La Tuna, cultiver des stupéfiants n'était pas un passe-temps clandestin mais un gagne-pain transmis de génération en génération. La terre produisait à la fois des haricots et les sentiers sinueux de la Sierra lui offraient un refuge, un endroit pour établir des fondations sans l'éclat qui attiraient l'attention. Tandis que son frère faisait la une des journaux, Aureliano étendait discrètement un réseau qui rivaliserait un jour avec l'empire flamboyant que son frère avait forgé. Les années 1990 marquèrent un tournant pour le cartel de Sinaloa. El Chapo quitta La Tuna, rejoignit le cartel de Guadalajara et traça une voie faite de braquages audacieux et d'évasions spectaculaires. Derrière ses exploits publics, Aureliano cultivait une colonne vertébrale solide d'opérations discrètes. Dans un environnement où la frontière entre l'agriculture légitime et le commerce illicite était aussi fine que l'air en altitude, il gardait ses mouvements silencieux, ses biens non identifiés, et ses alliances enracinées dans la géographie montagneuse. Il gagna le respect du cercle rapproché de son frère cadet, une confiance qui s'avérerait essentielle lorsque les forces de l'ordre changeraient de cap. L'année 2015 devint un tournant décisif. Après une évasion audacieuse d'une prison de haute sécurité, El Chapo retourna dans l'ombre, confiant le contrôle des opérations du cartel à un groupe restreint de personnes de confiance. Ses fils, Damaso Lopez et Aureliano. Une lettre scellée, lourde de symbolisme et de stratégie, conféra au frère aîné un rôle qu'il éleva de partenaire silencieux à co-dirigeant d'un réseau mondial de drogue. Cette lettre ne marqua pas un changement brusque. Ce fut une transition progressive, une évolution d'opérateur à commandant, tout en continuant à diriger l'empire depuis les profondeurs des montagnes de Sinaloa. Aureliano avait déjà tissé des liens profonds dans la Sierra. Sa petite mais redoutable milice, connue sous le nom de Gentil Delgano, était plus qu'une bande de hommes de main. C'était un groupe de soldats connaissant intimement chaque sentier caché, chaque éboulement pouvant signaler une descente. Leur allégeance ne reposait pas sur des démonstrations tapageuses, mais sur la stabilité d'un système fondé sur la géographie montagneuse et la Loya Badira, une région où les racines de la famille Guzmán étaient profondément ancrées. Il gagna le surnom de El Sonor de Badira. Sa base de pouvoir s'étendait sur tout Badira, englobant des armées privées dans la Sierra et contrôlant la production d'héroïne, de fentanyl, de méthamphétamine et de marijuana. Il exerçait son influence sur des routes clés de contrebande vers les États-Unis, en particulier par l'Arizona, un corridor devenu de plus en plus lucratif à mesure que la demande américaine augmentait. Des documents mexicains divulgués confirmèrent sa domination sur ces routes, tandis que des procureurs américains décrivaient son opération comme un vaste réseau de trafic de drogue franchissant les frontières, un témoignage de la profondeur de son influence. Malgré la légende flamboyante d'El Chapo, Aureliano réécrivit le récit de la richesse d'un baron de la drogue. Sa fortune n'est pas ostentatoire, elle est calculée, discrète et enfouie au plus profond de la Sierra Madre. Jamais arrêté, jamais soumis à des saisies de biens, ses actifs restent intacts, cachés derrière des couches de biens immobiliers, d'entreprises agricoles et de sociétés légitimes servant de couverture à des activités illicites. Les estimations de sa fortune personnelle varient entre 4 et 10 milliards de dollars, une échelle stupéfiante mesurée en stabilité et discrétion plutôt qu'en éclat. Son portefeuille diversifié, terres, petites entreprises, peut-être des sociétés légitimes qui servent de couverture aux revenus illicites, maintient sa fortune hors d'atteinte.
Les parties reculées de Sinaloa ou ses biens immobiliers demeurent intacts parce que les autorités manquent de preuves concrètes le liant à des activités criminelles, et les montagnes offrent un abri parfait. L'héritage d'Aureliano ne se mesure pas seulement au nombre de drogues trafiquées. Il se mesure à la résilience de la structure du cartel sous sa direction. Ces opérations reposent désormais sur un réseau de renseignements humains, sur la profonde confiance des communautés locales, et sur la crainte qu'ils puissent frapper à tout moment. Les habitants de la Sierra, autrefois méfiants, le voient désormais comme une figure puissante capable de protéger leurs intérêts et de maintenir l'ordre dans les routes qui traversent. With the exception of Osama bin Laden, I think Les hautes Sierras sont abruptes, en terre, et presque impossibles à parcourir avec précision pour n'importe quelle armée. Pourtant, elles demeurent les artères d'un système qui a survécu pendant plus de 30 ans sous sa surveillance constante. Aureliano n'a jamais été assis dans une cellule ni affronté le marteau d'un juge, il n'a jamais eu besoin de se cacher derrière une chaîne de possession ou une perquisition ordonnée par un tribunal. Les montagnes ont été ses témoins, son bouclier, et la colonne vertébrale de son empire. L'arrivée du FBI dans ce récit fut un moment d'inévitable profondeur. Pendant des décennies, le silence même qui protégeait Aureliano est devenu sa perte. La surveillance, la collecte de renseignements et la coopération internationale ont finalement percé le voile qui le gardait caché. Les efforts de l'agence ont culminé dans une opération coordonnée qui a amené le chef de la montagne au bord de l'arrestation. Le monde, habitué aux évasions spectaculaires d'El Chapo, observait désormais la domination silencieuse d'Aureliano enfin révélée. À cet instant, la montagne qu'il avait abritée pendant 30 ans a fait face à la réalité brutale de la justice. Le nom qui résonnait autrefois dans la Sierra, murmuré avec respect et crainte, est devenu un titre de presse, un symbole de la chute des ombres. Il fut finalement capturé, l'aboutissement d'une stratégie patiente finalement dépassée par une poursuite implacable. Le rythme même qui avait commencé à l'aube, le sifflement des pipelines, le bruissement des convois, a maintenant marqué une pause alors que le pouls discret de la montagne s'est arrêté. Les routes qui traversaient autrefois les Hautes Sierras, abruptes et presque impossibles à parcourir pour une armée, portent désormais le poids des conséquences juridiques. Les opérations centrales du cartel, autrefois protégées par la géographie montagneuse, ont affronté la réalité indéniable que même le pouvoir le plus durable ne peut rester caché éternellement. Ainsi, à la fin, l'histoire d'Aureliano est celle d'une domination silencieuse. Tandis que le nom d'El Chapo résonnera toujours dans les titres pour ses évasions audacieuses et ses opérations flamboyantes, depuis plus de 30 ans, les montagnes ont été ses témoins constants, et maintenant, alors que l'aube se lève sur les sommets déchiquetés, le rythme de son héritage touche enfin à sa fin, adieu pour toujours. Le silence de la montagne avait toujours été une arme à double tranchant, un voile qui pouvait être tiré en arrière avec autant de facilité par une main experte dans l'art de la dissimulation. Aureliano avait transformé la roche et la pierre elle-même en alliés, et la vallée en contrebas bourdonnait d'une économie discrète et rythmée qui avait poussé depuis le sol. Chaque crête, chaque canyon, était cartographié non seulement pour être traversé mais pour être dominé, une mosaïque de routes que seuls les opérateurs du chef de la montagne pouvaient déchiffrer. La précision de ces chemins reflétait le génie cartographique d'un commandant militaire aguerri, un témoignage de la minutie qui définissait chaque facette de son empire. Au cœur de ce réseau se trouvait la Lagunita, un ranch qui, vu du ciel, apparaissait comme un modeste groupe de structures en adobe perchées sur une pente rocheuse. Pourtant, le périmètre du ranch cachait une réalité différente. Des 4x4 blindés sur mesure stationnés derrière la porte, un héliport discret pouvant accueillir un seul hélicoptère, et un bunker rempli de whisky importé et de provisions gastronomiques pouvant rivaliser avec n'importe quel hôtel de luxe. La Lagunita était le centre névralgique d'un vaste système, un hub qui reliait des dizaines de postes avancés dispersés à 1 ou 2 kilomètres de distance. Entre chaque point courait un réseau de tunnels cachés creusés dans le calcaire et le basalte, leurs murs de pierre polis par des années de passage. Ces artères souterraines permettaient au trafic de circuler sans entrave, contournant routes, ponts et points de contrôle avec la facilité d'une voie ferrée bien rodée. Le contrôle était assuré par un mécanisme de taxation robuste, un moteur fiscal qui siphonnait les profits de chaque cargaison illicite franchissant les seuils de la montagne. Les marchandises de contrebande, qu'il s'agisse de stupéfiants ou d'armes, étaient soumises à une taxe allant à la protection, le troisième pilier du règne d'Aureliano, relevait autant de la loyauté que de la puissance de feu. Il comprenait que l'élément humain pouvait être aussi puissant qu'un champ de mines. Dans une région où des familles avaient survécu dans l'isolement pendant des générations, la promesse de stabilité du chef de la montagne devenait une proposition séduisante. Les villageois, habitués à vivre loin de la portée des forces de l'ordre urbaine, apprenaient à faire confiance à un homme capable de tenir à distance le climat rude et les menaces extérieures. Ils étaient prêts à sacrifier leur sécurité personnelle en échange du sentiment d'appartenance que seule sa présence pouvait offrir. En période d'agression extérieure, qu'elles viennent de factions rivales ou d'agents fédéraux, cette relation réciproque se manifestait sous la forme d'une résistance locale,
un mur qui ne s'effondrerait que si les propres forces du chef de la montagne étaient minées. Les alliances étaient la clé de voûte qui renforçait cette forteresse. Aureliano avait tissé des liens avec Los Chapito, les héritiers de l'héritage Guzman, et avec le CJNG, un cartel réputé pour son étau expansionniste agressif. Ces coalitions apportaient une dynamique complémentaire aux routes de la drogue du Triangle d'Or. Tandis que Los Chapito portait l'héritage de la domination historique de Sinaloa, le CJNG injectait une férocité qui équilibrant le conservatisme calculé d'Aureliano. Ensemble, ils maintenaient une emprise sur les corridors qui acheminaient héroïne, méthamphétamine et cocaïne vers les États-Unis et au-delà, diversifiant les sources de revenus tout en gardant les opérations du chef de la montagne hors des projecteurs des agences fédérales qui avaient investi des millions pour démanteler le cartel de Sinaloa. Un tel pouvoir engendrait inévitablement des conflits. Watch that federal agents arrested and flipped twin brothers from Chicago's Little Village neighborhood, Pedro and Margarita. La faction La Maïza, animée par le désir de s'approprier sa part du Triangle d'Or, défiait la suprématie du chef de la montagne. Une série d'escarmouches, d'embuscades soigneusement orchestrées et de raids secrets marquaient les premiers mois de leur querelle. Mais les tunnels et bunkers qui sillonnaient la Sierra offraient en effet, la montagne était devenue une forteresse vivante, résistante à la force conventionnelle et conçue pour éviter toute infiltration. L'élément humain jouait également un rôle crucial. Aureliano accordait une grande importance à la loyauté personnelle, exploitant les normes culturelles de la Sierra. Les habitants, dont la vie était marquée par l'isolement et des conditions environnementales difficiles, avaient appris à faire confiance à un homme qui leur apportait de la stabilité dans un monde qui pouvait autrement se révéler brutal. Leur volonté de sacrifier leur propre sécurité pour protéger leur mode de vie signifiait que les hommes du chef de la montagne étaient rarement en infériorité numérique sur le terrain. Toute tentative des autorités pour les appréhender risquait de déclencher une résistance locale, un obstacle redoutable pour les agences habituées à opérer dans des contextes isolés. L'histoire de l'unité R8 ajoute une couche supplémentaire à la toile complexe du chef de la montagne. Ces opérateurs, formés au combat rapproché et à la furtivité, pouvaient se déplacer sans être détectés dans les tunnels mêmes qui définissaient l'infrastructure d'Aureliano. Lorsque les agences fédérales déployaient des convois blindés ou tentaient des embuscades, les équipes R8 frappaient depuis des angles inattendus, neutralisant les menaces avant qu'elles ne puissent se manifester à la surface. Leurs opérations, synchronisées avec les sources d'énergie indépendantes de chaque bunker, garantissaient que même si un convoi était intercepté, les membres du cartel pouvaient continuer à fonctionner sans entrave, preuve de la prévoyance inscrite dans chaque pierre de la forteresse montagneuse. La tentative d'attentat à la bombe par l'Aïta, une filiale de la faction La Maïza, a marqué un moment décisif dans le bras de fer en cours. Un dispositif explosif sophistiqué conçu par l'arsenal de l'Aïta a été déclenché près de l'un des bunkers du chef de la montagne dans le but de couper les lignes de vie souterraines. L'explosion, cependant, n'a pu causer que des dégâts structurels minimes, car les tunnels étaient renforcés par des couches de béton et d'acier. L'incident a mis en évidence la résilience de l'infrastructure d'Aureliano et la futilité de la guerre convention. Chaque cargaison de contrebande était inspectée, enregistrée et taxée d'une manière qui équilibrait le besoin de profit avec la nécessité de maintenir la loyauté. L'argent circulait des tunnels vers les banques, des cuisines vers les marchés, sans jamais s'arrêter dans sa course. Même le département du Trésor des États-Unis, avec ses unités complexes de comptabilité médico-légale, peinait à retracer la piste de l'argent. Le réseau de bunkers, chacun équipé d'un générateur diesel indépendant, permettait aux opérateurs de fonctionner pendant des semaines sans ravitaillement externe, garantissant que le flux de drogue et d'argent restait ininterrompu. Eluanito, le fils d'Aureliano, avait grandi entre les murs de pierre de la Sierra. Dès son plus jeune âge, il avait été formé aux subtilités de la taxation, à la logistique de l'entretien des tunnels et à l'art de la protection. Il incarnait la philosophie de son père, la stratégie avant le spectacle. Alors que ses pairs dans le trafic de drogue se retrouvaient soit en prison, soit victimes de fins violentes, Eluanito était prêt à hériter d'un empire fantomatique qui survivrait aux disputes internes du cartel de Sinaloa et aux campagnes agressives des factions rivales. À sa manière, il deviendrait le gardien de la domination silencieuse qui définissait l'héritage d'Aureliano. La traque d'Aureliano par le FBI avait été implacable, avec d'innombrables heures passées à scruter les images satellites, à suivre les signaux de téléphone portable et à analyser les données financières. Pourtant, chaque approche se heurtait à un mur. Le relief de la montagne absorbait les tentatives des forces de l'ordre de recueillir des preuves. Lorsque les autorités parvenaient à apercevoir quelque chose, un convoi, un bunker, un véhicule 4x4, elles découvraient un système conçu pour être indétectable. Les opérations du chef de la montagne étaient toujours en avance d'un pas, un jeu du chat et de la souris joué sur une scène trop vaste pour qu'une seule agence puisse la contrôler. Le règne d'Aureliano, fondé sur la stratégie, la loyauté et les liens indestructibles de la vie en haute montagne, témoignait de ce qui pouvait être accompli sans éclat. Il demeure un fantôme dans les montagnes, une présence ressentie à travers les routes solides qu'il construit, les impôts qu'il prélève et la protection qu'il offre à une communauté qui lui doit bien plus que la simple peur.
L'empire qu'il a forgé n'est pas seulement un réseau de tunnels et de bunkers. C'est une forteresse vivante et respirante qui résiste à l'infiltration par la force conventionnelle, bâtie sur les fondations d'un contrôle méticuleux, d'alliances calculées et d'un engagement indéfectible envers le peuple de la Sierra. Voici l'histoire d'un homme qui, contre toute attente, a bâti un empire non pas sur l'éclat et le spectacle, mais sur la stratégie, la loyauté et les liens indestructibles de la vie en haute montagne. Dans les derniers instants du film, alors que la caméra balaie le terrain accidenté, le public garde en tête une image claire de la domination silencieuse d'Aureliano. Il demeure un fantôme dans les montagnes, une présence ressentie à travers les routes solides qu'il construit, les impôts qu'il prélève, et la protection qu'il offre à une communauté qui lui doit bien plus que la simple peur. L'empire qu'il a forgé n'est pas seulement un réseau de tunnels et de bunkers. C'est une forteresse vivante et respirante qui résiste à l'infiltration par la force conventionnelle, bâtie sur les fondations d'un contrôle méticuleux, d'alliances calculées et d'un engagement indéfectible envers le peuple de la Sierra. Voici l'histoire d'un homme qui, contre toute attente, a bâti un empire non pas sur l'éclat et le spectacle, mais sur la stratégie, la loyauté et les liens indestructibles de la vie en haute montagne.